Salut Ingen, c'est Khaled de la team DSK. Aujourd'hui on est là pour parler du bleu dans la méta BT17. Avant toute chose, je voulais montrer quand même, je voulais remercier DBS Cards, car grâce à eux je peux faire du travail un peu plus rapidement que prévu. Le site est vraiment super bien fait, donc je sais pas si vous connaissez, mais je vous conseille de jeter un œil. Vous pouvez avoir accès à votre collection, donc dès que vous avez... vous ajoutez dans votre... Enfin, vous créez un compte. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter vos cartes à votre collection. Voilà, hop, je l'ai. Le site est juste incroyable. Donc, comme j'ai dit, la barre de recherche, on peut taper le nom de la carte en anglais. Vous voyez, Apex, hop, ça nous sort direct paroxysme de la puissance. Ou alors, paroxysme, hop, de la puissance en français. C'est juste incroyable. Donc, on peut faire nos decks via ce site. On peut donc, si on cherche des cartes précises, on peut trier par couleur, par type de carte, le nom de la carte évidemment, par série. Le site a déjà l'extension Ultimate Squad en anglais. Bref, c'est incroyable la fluidité et la rapidité du site. Donc voilà, merci à DBS Cards et let's go pour la suite de la vidéo. C'est simple, on va commencer déjà avec Hachiak, très bonne carte bleue, Bou assaut des agents de la destruction, et puis voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Non, c'est... En gros, je voulais juste commencer directement avec les staples bleus. C'est vraiment les cartes qui, actuellement, on voit dans tous les decks bleus, forcément. La SR de choix et de cœur du bleu, ça sera toujours Baby Hatch, car Bandai refuse de créer une autre SR bleue, apparemment, qui vaudrait le coup. Moi, de mon point de vue, on va pas spoiler, mais en tout cas, je pense que une des 3 SR de la BT17 aurait été géniale dans la couleur bleue, car ça aurait pu inciter les joueurs à jouer cette SCR. Évidemment, c'est pas les deux que tout le monde connaît pour l'instant. Bref, du coup, à voir. J'ai aucun doute sur le fait que sur les prochaines BT, il va y avoir une SCR bleue. Maintenant, est-ce qu'elle remplacera Chiak? On va voir. Bou Unisson. Bou Unisson, c'est un peu ton robot multifonction en cuisine. Voilà, il fait tout. Il est génial. Il pioche, il a double frappe, il a bloqueur, il détape une énergie, il gère des cartes adverses. Enfin, c'est un must-have en bleu actuellement. La carte est incroyable. Baby Vengeur Doré, on va pas dire non à un contre-contre. Hein. Il a Rift 5 si on ne le joue pas avec l'Unisson Baby. Ça rentre en jeu, c'est triple frappe, ça gère une carte en ignorant barrière. Certes, ça coûte 5, mais c'est là. Vegeta, l'intercepteur. Vegeta qui est sorti en BT16. Il y a un peu de flou sur la carte, excusez-moi. Du coup, pour 3, on a une réplique. Donc, contre-contre, si votre leader est bleu, jouez cette carte. On est d'accord, on n'annule pas le contre-contre. Hein. On n'annule pas le contre, c'est juste la fenêtre de jeu. On peut la jouer lorsqu'un contre a été déclenché, du côté adverse. Admettons, on se bat contre vert. Je sais pas, on va faire un contre... nous, de notre côté, on va faire un contre B1, bleu. Donc on va faire apparaître un token. L'adversaire, il va faire un freezer en réponse. Bon, il peut pas cibler le token avec freezer parce que ça n'a pas de coup. Mais, admettons, il fait un freezer. Là, à ce moment-là, nous, on peut répondre, on fait Vegeta, pour tenter de mettre le freezer sous le deck. Parce que souvent, quand l'adversaire va déclencher un freezer pendant son tour, c'est pour faire un follow-up avec Zamasu. Donc un follow-up, c'est une action qui est suivie. On va faire freezer, on va payer une énergie, on va faire Zamasu. Donc, franchement, c'est l'une des seules fenêtres où je me suis dit que cette carte est utile en contre-contre. Mais passons, c'est surtout son auto qui nous intéresse. Lorsque cette carte est jouée, choisissez jusqu'à 2 cartes de combat adverses et placez-les sous le deck.
de son propriétaire dans l'ordre de votre choix. Donc la carte est incroyable. Pour 3, on a une 20 000 répliques qui gère 2 cartes. Donc c'est vraiment très très fort. Explosion sale. C'était dans cet ordre-là, oui. Explosion sale qui... Alors, c'est pas forcément un... C'est un staple, mais on va avoir tendance à le mettre en side deck. On était dernièrement dans des méta où beaucoup de petites cartes à faible coût attaquaient. Donc la carte n'était pas spécialement utile. Là, aujourd'hui, pour bleu, je pense que, de mon point de vue, c'est un indispensable en side. Pour 2 énergies, parce que on va quand même devoir payer la petite pastille bleue en haut. On va payer la pastille bleue du contre de mise en jeu. On va piocher une carte, et votre adversaire ne pourra pas attaquer avec des cartes de combat dont les coûts d'énergie sont de 7 ou plus pour la durée du tour. Donc cette carte va nous sauver du match-up contre Goku U7, et notamment contre jaune aussi, pour éviter de se manger un Xenocell. Donc pour moi la carte... Enfin voilà, par exemple on se bat contre jaune, il va faire Xenocell, là vous répondez avec Explosion Sale. Ce n'est pas parce que c'est la déflexion que Explosion Sale ne fonctionne pas. Explosion Sale cible le joueur, elle ne cible pas la Xenocell en particulier. C'est une capacité qui a pour but de cibler le joueur. C'est le joueur qui ne pourra plus attaquer avec des cartes de 7 ou plus. Donc en fait, on va faire ça. Là, le joueur de Xenocell, il aura certainement tendance à faire contre-contre couleur dessus, mais c'est pas grave. Au moins, le contre-contre couleur aura été utilisé sur l'explosion sale, et non sur le contre que vous apprêtez à faire sur la Xenocell. Donc, c'est... Voilà. Pour moi, on joue bleu, on met ça en side, ça peut éviter de mourir sur Goku U7, sur jaune, et puis certainement d'autres choses. La nouvelle Kefla Super Combo. Alors, cette Kefla, elle est... Oula, excusez-moi, je bouge le bureau et du coup ça fait bouger la cam. La Kefla, elle est super... Elle sera utilisée du coup dans les leaders bleus et jaunes. Et c'est un super combo qui va permettre de gérer une carte de combat en inertie à la fin du combat où elle a été utilisée. Donc ça donne à bleu et à jaune de la gestion de board. Alors la carte retourne sous le deck, mais voilà, c'est quand même un super combo qui dit 0-10 000 et hop, je te place ta carte sous ton deck. C'est pas insane, mais ça reste de la gestion de board pour 0. Donc c'est toujours bon à prendre pour bleu, ou pour jaune. Le Goku de la BT16, qui est plus ou moins utilisé dans tous les decks bleus. Alors on va pas en mettre 4 parce que c'est une 1-10 000, mais une ou deux dans le deck, ça traîne, c'est là. Donc déflexion, unique, triple frappe, barrière, ça en fait des mots-clés, hein. Contre-attaque, on annule l'attaque, on joue la carte en inertie, le permanent, durant le tour adverse, on réduit son coût de 1 pour chaque énergie que l'adversaire a, donc généralement on va la jouer pour 3. Et permanent, si votre leader est mono bleu et que cette carte est en inertie, les cartes de combat adverse ne peuvent pas attaquer votre leader. Donc voilà, on est sur une carte à 20 000, admettons qu'on soit full tap, l'adversaire va l'attaquer, on va faire un Zeno, on va récupérer une énergie, on passe à 30 000, on a défendu ou pas. Ensuite il va réattaquer, on va faire Senzu dessus, il va passer à 25, voilà, on va éviter au maximum l'aggro des battles sur le leader avec cette strat. Alors, on en vient au leader. Donc, on va commencer avec le Crimson Warrior, qui est pour moi, c'est un leader qui, à sa sortie, à son annonce, je mettais des gros doutes dessus, enfin, à comparaison avec Soul Striker. Alors oui, on me dit très souvent, c'est pas la même chose. In fine, oui, Crimson a plus de capacité à être aggro, mais la finalité est que on profite quand même, durant toute la game, plus du j'attaque, je détape 1. Et dans ma vision des choses, je me dis, autant garder SS pour faire la même chose. J'attaque, je détape 2. Alors oui, j'aurais pas l'effet de Active Battle, mais j'ai quand même détapé 2. Enfin bon, je le comparais énormément avec SS, et force est de constater que finalement, on a des...
avec l'errata qu'SS a subi, le leader, pour moi, a vraiment step up. Il a vraiment monté par rapport à SS. C'est-à-dire que là où SS maintenant doit attendre d'être à 4 points de vie pour s'éveiller, Crimson, lui, va pouvoir s'éveiller déjà plus tôt. Donc, c'était déjà quelque chose qui était possible, mais là, l'écart s'est vraiment creusé. En plus, des nouvelles techniques ont été trouvées pour accélérer l'éveil. Donc c'est plutôt sympa. Donc, on est sur un leader qui a un peu de tout. Enfin, il va avoir le contrôle sur le board. Enfin, pas le leader lui-même, mais l'archétype permet que, avec Vegeta, Intercepteur, etc. Et surtout, on va avoir un contrôle de ses ressources via l'effet leader, quoi. Si on nous attaque, hop, Active Battle, je place une carte en dessous, je défends à 2000 qu'après, j'ai pas utilisé de carte de ma main, c'est quand même une très très grosse force. Mais vraiment, le gros plus pour moi, c'est l'éveil qui est juste incroyable. On prend 5 Saiyans, on le met en dessous du leader, on pioche 3 en étape 1, c'est plutôt fort. Donc le Vegeta qui peut fonctionner avec le leader, il fait office de Jaco en BT1, vous savez. Si votre adversaire a combo, hop, on lui remonte dans sa main la carte. Et pareil, il a un second effet. Si votre leader est Crimson, et que cette carte a été placée dans votre drop, et qu'il n'y a pas d'autres cartes dans la zone de combo, on rejoue cette carte depuis la drop en combo, donc c'est plutôt fort. Car avec l'effet leader, si on utilise uniquement cette carte dans un premier temps, on va être sur un différentiel de 7000 de combo. Encore une fois, en n'ayant craché aucune carte de sa main. Et on remonte un combo dans la main adverse, donc ça permet de plutôt tanker pas mal d'attaques. Goten Interceptor, qui va permettre de... Alors, cette carte, pour moi, je la mettrais dans... Alors, c'est pas un staple, mais elle va permettre à pas mal de leaders bleus de s'éveiller plus vite. Quand on attaque, on se pique un point de vie, elle passe à 15 000, et à la fin du tour, elle repasse en mode action. Donc, pour des leaders qui ont besoin d'auto-éveil comme Soul Striker aujourd'hui, cette carte peut être vraiment très pratique. Alors, on a la pan de la TB3 qui fait... de la TB2, qui fait la même chose. Enfin, qui dit pour 1, j'attaque, je me pique un point de vie, et en fin de tour, je la récupère en main. Alors, c'est très bien, parce que ça, on récupère de la carte en main, on a 5000 de combo, mais il faut la reposer le tour d'après. Là où Goten, son côté pratique, c'est qu'il reste en board, il se détape, et c'est à l'adversaire de gérer le Goten. Mais généralement, on va pas miser... Enfin, sauf si on joue rouge, où là, la diminution de force est très rapide, mais sinon, pas gérer ça, quoi. Végéto SSB Dieu Transcendé, donc le Végéto Starter, qui est pour moi un très bon pick en bleu aujourd'hui. Hein. On a un leader qui est certes de BT10 en starter, mais qui est... je sais pas comment dire... qui était en avance sur son temps. Là où la grosse nouveauté de la BT16, par exemple, ça a été d'avoir des leaders qui s'éveillent haut en points de vie, et sans condition de prendre de points de vie, comme Goku U7 ou Xenotrunks God, Végéto le faisait déjà. Donc on a un leader qui peut s'éveiller à 8 points de vie, détaper 1, enfin pioche 2 sur l'éveil, mais avec la combo de ces cartes-là, on va pouvoir détaper 1, piocher 1, donc c'est plutôt très fort. Oui, car le leader, rappelez-vous, son effet dit qu'une fois par tour, si c'est le tour adverse, quand une de vos cartes unisson bleues est placée dans la zone de dispersion ou qu'une de vos cartes de combat quitte votre zone de combat via une capacité adverse ou est mise KO, on passe jusqu'à une de nos sources d'énergie exclusivement bleue en mode action et on pioche une carte. Donc c'était vraiment très fort. Et l'Active Battle, il faut pas l'oublier, on choisit un de nos unissons bleus, on lui donne 10 000 de puissance et elle acquiert triple frappe. Capacité qui n'est pas du once par turn. Ça veut dire que si on veut être sur un tour de kill avec Unisson, on fait pour 2 triple frappe 10 000, Senzu, pour 2 triple frappe 10 000, voilà, on peut balancer des grosses sacoches. Donc Dr Ota qui fonctionne plutôt bien avec le leader. Obuni. Gros retour d'Obuni pour moi, parce qu'on le joue plus énormément ces derniers temps, mais avec la disparition de Secret Identity, encore une fois, force est de constater qu'Obuni, tous les plays à token, de toute manière, peuvent revenir, et
Il y aura juste vert avec dormante qui sera embêtant, mais ça reste quand même pour 4, une attaque à 20 000 et 3 attaques à 15 000. Donc, très fort. Et l'effet d'étape qu'on va pas oublier. Soul Striker, renaissance du trancheur d'âme. Donc voilà, Goku a été errata. Donc pour s'éveiller maintenant, ça sera au tour 4, enfin au tour 4, quand vous avez 4 points de vie ou moins, et non quand vous avez un unisson de coup 3 en jeu. Donc c'est moins évident pour les joueurs de SS aujourd'hui, car on peut tourner autour de ça. Mais ça reste... n'empêche, le leader reste quand même très fort d'étape 2, nanana. Alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi je jouerais lui par rapport à l'ancien leader du premier deck, ont du coup à peu près les mêmes choses. Sauf que la force du leader starter, c'est qu'il peut détaper n'importe quelle énergie bleue, pas forcément du mono bleu, donc on va pouvoir jouer bicolore. Mais c'est un ancien leader, ça veut dire qu'il ne pioche pas non éveillé. Non éveillé, quand on attaque, on pioche pas, là où Soul Striker le fait. Donc, les deux ont leurs forces et faiblesses, quoi. On va dire que... moi, je pense que compétitivement, Soul Striker restera mieux, parce qu'il faut piocher, hein. Et l'ancien leader, il permet de faire des trucs folklore. Voilà. Baby Unisson, originalement, on le met de pair avec Soul Striker. Là, aujourd'hui, ça reste quand même un unisson qui est incroyable. Hein. Ça reste haut en compteur, ça pioche. Le -5 fait toujours peur. Donc, même si Baby Unisson... Enfin, un bout Unisson est incroyable, on n'oublie pas Baby, le parasite inconnu. Oui, c'était pour parler des variantes de SS que j'ai mis couleur, rouge-bleu. Donc, Soul Striker rouge-bleu, pareil, hein, c'est toujours incroyable. Hein. Couleur, super combo Beerus... on a de l'offensive, de la défensive, on va jouer topo, donc on est toujours dans du bon. Goku SS3, évolution accrue, le retour. Alors, pareil, ce leader, moi je trouve qu'il est sous-estimé. Certes, il a un manque de pioche, early game, malheureusement, ou peut-être heureusement. Vous savez, non éveillé, le leader, en gros, il dit que lorsqu'on attaque, donc déjà il pioche pas du tout, et en plus de ça, en fait, on doit prendre une carte de sa main qu'on place sous son deck. Par contre, on se prend un point de vie qu'on va mettre en inertie. Donc, il permet de ramper. C'est très fort. Surtout que, voilà, dès qu'on est au tour 4, on n'hésite pas. Majin Buu Unisson. Et voilà. Mais, il va falloir, pour le reste de la game, compenser le manque de pioche qu'on n'a pas eu lors des premiers tours de jeu. Donc, c'est assez difficile, mais c'est faisable. Et surtout, particularité du leader, en fin de tour, on détape 3 énergies. Enfin, 3 sources d'énergie mono-bleu. Et surtout, c'est un leader qui tape à 20 000 aussi. Hein. Il gagne 5 000 de puissance. Une fois éveillé, il pioche, il gagne 5 000. Voilà. Permanent, on peut mettre que 6 énergies. Donc attention, on peut pas forcément faire des gros big plays. Gamma 1 et 2, Newfound Foes. Alors, j'ai pas mal tryhard l'archétype. En proxy même, attention, en conditions réelles. Et personnellement, j'en suis pas satisfait. Il est fun à jouer, clairement, mais moins fort que prévu à mon sens. En gros, qu'est-ce qui se passe ? Donc les cartes de l'archétype sont très fortes. Hein. L'unisson, il est incroyable. Le sel, il est insane. Le topo Red Ribbon est incroyable. Oula, spoiler. Mais le problème, c'est que il a clairement pas le match-up face à vert. En gros, ce qui se passe, c'est que donc on est dans un environnement où la méta BT17, on va naviguer à vue d'œil, on va voir ce qui va se passer. Moi, je pense que jaune va être très dominant. Vert a quelques atouts. Et notamment l'atout de pouvoir gérer jaune, donc à voir. Mais Gamma 1 et 2, en gros, l'effet leader dit que lorsqu'une... donc déjà, on ne peut pas
mettre de cartes en énergie en utilisant des non-ribbon, Red Ribbon Army skill. Donc on oublie Zeno super combo, 2 par le permanent et 2 par le deuxième auto que je vais vous expliquer, qui est pour moi le gros défaut du coup du leader. Ensuite, deuxième effet, donc lorsqu'une carte est jouée depuis vos énergies, on prend la carte du dessus du deck et on la met en énergie, en inertie. C'est pas du once par turn, on peut spammer l'effet. On peut jouer autant de cartes qu'on veut de nos énergies, on ne perdra pas d'énergie. Auto, et c'est là où c'est problématique, on doit ajouter 3 bleus Android de nos énergies à notre main, donc c'est obligatoirement 3 pour déclencher l'effet. Et à la fin du tour, donc on pioche 1, et on rajoute jusqu'à 3 énergies bleues de notre main en énergie. Et jusqu'à la fin du tour adverse, nous ne pouvons pas activer de skill de non-Android Battle Card de coup 7 ou moins dans toutes les zones. Et c'est vraiment ça qui me dérange. En gros, par rapport au match-up vert, sur la carte, il y a marqué « Tu ne pourras pas jouer de Dabra Rituel at End », rituel en main. Donc ça veut dire que si on est face à du End Control, on perd. On ne peut rien faire. Notre main, déjà on est sur un leader qui ne pioche pas beaucoup, hein. On a vraiment une pioche, pour vous expliquer même, la technique c'est de s'éveiller T3. Parce que T1, enfin vous attaquez, admettons. T2, vous attaquez et vous posez votre unisson. Mais surtout, vous ne vous éveillez pas, ça sert à rien, parce que le problème c'est que l'effet leader, son auto, ajouter 3 blues Android à votre main, c'est quand vous avez 3 énergies. Donc vous devez attendre le T3. Vous mettez votre unisson T2, admettons. Vous arrivez au T3, vous attaquez avec leader, vous vous éveillez pour piocher, donc là on est pioche 1, pioche 2, et en fin de tour on déclenche l'effet pour piocher encore une fois. Donc vraiment attendre le T3 avec ce leader, et du coup, avant ça, la pioche elle est assez faible, hein. Donc, voilà, le deck pour moi souffre énormément face à End Control, et puis même sur pas mal d'autres match-up, la main, elle n'était pas spécialement grande. Alors, il y a beaucoup de decklists où les gens vont jouer le hit unisson, donc je l'ai pas mis là dans la sélection de cartes, pour justement compenser ce manque de draw, mais comme j'ai dit, face à vert, ça ne suffira pas. Donc voilà, l'auto de ne pas jouer de non... Android Battle Card, je le trouve très dur. Donc ça veut dire que aussi votre adversaire sait que vous ne pourrez pas Trunks ces Battle Cards. Enfin, Counterplay Trunks. Vous n'aurez accès que à la C18 de la EB1. Celle-là. Oui, pour le hit, c'était celui-là. Au cas où, on remet en image. Et du coup, les counterplay que vous allez avoir, ça va être... celle-là. Et en proxy, je ne crois pas l'avoir mis dans ma sélection. Celui-là qui fait partie de l'archétype. Qui est plutôt intéressant car on peut jouer des énergies. En counterplay, c'est toujours marrant. Mais la grosse force du deck pour moi, enfin sinon... Bon déjà, on a le sel qui est assez insane, hein. On le joue pour 4. Déflexion, réplique... Lorsqu'il est joué depuis les énergies, on gère le board adverse. Pas en ignorant barrière, heureusement, mais quand même. Quoique. Enfin non. Et lorsque cette carte est en combat, une fois par tour, si votre adversaire active un counter-attaque, il doit placer une carte de sa main en dessous de son deck. Donc voilà, une double frappe, réplique pour l'instant. Et activation principale, limite 1, on ne le fait qu'une fois par tour. On paye une bleue, une verte, 2 incolores, et on joue cette carte depuis notre main ou depuis les énergies. Et cette carte gagne double frappe pour la durée du tour. Donc pour le premier auto, vaut mieux la jouer des énergies. Hein, on rase le board, on la joue, c'est génial. Du coup, on est sur une double frappe réplique 30 000 déflexion. C'est pas mal quand même. Coup 9, ça se prend pas à freezer. On est plutôt bien. Mais franchement, très gros boss monster. C'est agréable à le jouer. Ensuite, Android 14. Voilà, pour moi, c'est le truc du deck. C'est sa grosse force. C'est d'avoir accès à un topo. Donc, si votre leader est un Red Ribbon Army bleu,
Android, et que vous défaussez une autre carte de votre main, annulez l'attaque et jouez cette carte. Si c'est le tour adverse, lorsque cette carte est jouée, votre adversaire ne peut attaquer pour la durée du tour à moins de placer 2 cartes de sa main en dessous de son deck à chaque fois. Donc c'est topo, mais en dessous du deck. Donc uniquement pour les archétypes Red Ribbon Army Blue Android, hein, donc ça ne va pas dans C16, heureusement, enfin j'aurais aimé, mais ouais, très très fort. Donc voilà, en fin de tour avec le leader on détape 3, enfin plus ou moins, on reprend 3 énergies, on repose 3 énergies, du coup on a accès immédiatement à cette carte. Gros sort du deck. Ensuite, en bleu, on va avoir Janemba, en deck un peu rogue. Janemba qui se joue de plusieurs couleurs différentes, qui a accès aujourd'hui à des SCR, ce qui n'était pas son cas pendant très longtemps. Donc, ça peut être vraiment un bon pick si on s'y prend bien et qu'on aime bien. C16. Comme j'ai dit, j'ai été plutôt déçu de Gamma 1 et 2. Bon, si j'ai envie de jouer de l'Android compétitivement, pour moi, personnellement, je me tournerais vers C16. Jared, le second américain, nous a démontré que c'est incroyable. Hein. Qui a perf encore avec aujourd'hui, donc non, franchement... Et en plus, il profite de la banlist, c'est-à-dire que tout ce qui était très dérangeant pour lui, l'aggro n'est plus, donc... Il va être vraiment très fort. Les cartes de l'archétype, hein, on rampe avec C16. On a une 20 000 répliques bloqueur vengeance qui discarde une carte de la main. Limiteur désactivé, une apparition bloqueur résurrection qui passe en mode action à la fin du tour, qui diminue son coût de combo pour les arrivals vu qu'il est vert-bleu. Et limite 1 activation combat, si c'est le tour adverse et que vous mettez KO cette carte, et que vous choisissez une carte unisson adverse, on retire un marqueur. Donc l'adversaire attaque, on bloque, on fait l'effet combat, on la met KO, on retire un marqueur adverse, elle a été mis KO, on fait résurrection, on défausse une bleu-vert, on la rejoue, c'est génial, on a bloqué 2 fois, on peut bloquer 2 fois. Le nouveau super combo bleu-vert qui est ultra profitable à C16, hein. Si votre leader est bleu ou vert et que c'est le tour adverse, lorsque cette carte est utilisée en combo depuis votre main, on détape une bleu-vert multicolore énergie en action. Donc c'est génial, ça va permettre de faire de la reroll encore plus rapide, enfin facilement pour C16. Ou alors de le séquencer en 2 fois, parce que C16, vous savez, le leader, il a la capacité de activation combat, on utilise un android multicolore bleu-vert dans votre zone de dispersion pour effectuer une combo. Donc, une fois par tour, on a accès à une combo 10 000 bleu-vert. Et c'est à ce moment-là qu'on va faire ses apparitions. Bah là, la super combo, en gros... Alors, je sais très bien qu'il y a la C16... la C17... Oula, excusez-moi. La C18 qui va permettre de faire un super combo. L'adversaire prend une carte de sa main, la met sous le deck. Mais là, on va détaper. Donc, on a encore accès un peu plus facilement à des arrivals depuis notre main ou depuis nos énergies si on l'a pas fait précédemment. C'est ce qui va avec l'archétype. Et on en vient à Goku Ultra Instinct, limite surpassé. Alors, c'est un leader rouge-bleu, mais pour moi, il a plus des attraits du bleu que du rouge, clairement. Bon, même si, Rayon Mortel de l'Empereur, c'est rouge. Enfin, rouge-bleu, mais c'est une carte aux capacités rouges. Le leader a pris très cher, avec l'errata de C17, c'est assez dur pour lui, mais il n'en reste pas moins toujours dangereux. Le jeu étant BO1 Preside, on peut toujours soit partir sur Vegeta, soit partir sur C17 selon match-up. Là, tout de suite, je vous dirais que, ouais, si on se bat contre jaune, Vegeta va pouvoir se prendra un Final Flash, donc malheureusement, c'est pas le meilleur call. Face à vert, on a l'unisson King Vegeta qui gère une carte en ignorant en barrière, donc pareil... C'est assez compliqué, mais sur les autres couleurs, c'est faisable. Il n'y a que rouge qui, en jouant Kaioken Goku en main deck, va pouvoir... Enfin, en side, hein,
va pouvoir gérer le Vegeta de cette façon, mais pour rouge, payer 2, c'est assez lourd quand même, pour gérer une carte. Nous, le tour d'après, on peut le refaire. Donc voilà. Avec paroxysme de la puissance, on y go, T5, on s'éveille, si on l'a pas fait avant, Rival Seeker, et on enchaîne avec Explosion d'énergie ou Instinct surpassé. Vegeta SS4. Ah, ça a pas mis les cartes dans l'ordre, c'est bien ce que je pensais. Il y a un certain truc qui s'est pas fait. Normalement, il était dans les premiers leaders, ce monsieur. Donc Vegeta SS4, qui est clairement, pour moi, normalement, le premier choix de leader bleu. Enfin, en tout cas, mon préféré. Ça rampe. Quand on attaque l'adversaire, si on lui touche ses PV, on prend un carte dessus du deck. On la regarde avant, on n'est pas obligé de le faire, hein. Et si c'est une bleue, on peut la mettre en énergie, et on rampe, donc ça va nous permettre de partir sur des gros plays comme le Vegeta SS4 Réveil de Super Guerrier, qui permet quand même de regarder les 4 cartes, enfin de révéler les 4 cartes du dessus du deck, et de faire un mix, soit on les ajoute à notre main, soit on les pose en énergie, on fait un 2-2, 4 en énergie, 4 en main, selon situation, et puis on a une 30 000 bloqueurs qui se réactivent en fin de tour, donc c'est pas dégueu, et surtout la Kale, démon déchaîné, qui arrive au T5, mais qui va avoir des effets selon le nombre d'énergie qu'on va avoir. Donc déflexion double frappe. Quand on la joue sans utiliser de capacité, ça veut dire vraiment quand on la hardcast, choisissez toutes les cartes de combat adverses avec des coups d'énergie de 3 ou plus et placez-les en dessous du deck de leur propriétaire. Et si votre leader est une Kale bleue, placez jusqu'à une carte du dessus de votre deck sous votre leader. Bon, c'est vraiment si on joue la Kale de la BT15. Et deuxième effet, si vous la jouez avec 7 sources d'énergie ou plus, on choisit toutes les cartes de combat adverses en ignorant la capacité barrière, et on les place en dessous du deck de leur propriétaire. Et cette carte acquiert barrière et réplique. Donc on va gérer toutes les cartes adverses, enfin quand on a cette énergie et qu'on la joue pour 5, on va gérer toutes les cartes adverses en ignorant barrière, on va gagner barrière, et on va être sur une réplique double frappe 30 000. Barrière, déflexion, enfin bref. Parfait. C17 renversant la donne. Bah, c'est un peu un des ace strikers du bleu, même s'il n'est pas joué dans tous les decks bleus, hein, on l'entend. Mais c'est une carte qui fait toujours peur. Quand on se bat contre bleu et qu'on voit qu'il arrive à 7 énergies, on commence à claquer des dents, quoi. Donc il y a Jiren de la DB2 qui va empêcher son effet, mais quand même, ça fait toujours peur. Donc il est toujours là. Donc voilà pour le bleu, la vidéo a duré 30 minutes, donc soit le double du rouge, alors qu'à la base, il y avait très peu de cartes pour moi que j'avais mis dans le dossier, et finalement, on s'est un peu étalé sur les staples, et l'archétype Gamma 1 et 2, qui, bah, je l'ai mis dans la vidéo, mais j'ai du mal à le voir parfait, mais après... voilà, il peut y avoir des trucs qui vont être découverts, on n'est même pas en début de méta BT17, hein, c'est juste les tests que je fais de mon côté et les matchs que je visionne sur Untap pour analyser et voir ce qui se passe. Donc bon, on verra ce que la méta nous dira. Bon bah, à demain pour le vert, normalement, et puis on se dit à très bientôt les Ningen. Ciao.